Bonjour, au nom de l'IREMO, je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Alors je sais que vous êtes souvent des habitués de ce lieu et on en est très heureux. Alors aujourd'hui c'est une réunion très particulière évidemment. C'est pas un midi comme les autres, c'est un midi en hommage à une personnalité que nous avons tous appréciée, Monsieur Uri Avnery. Et pour en parler, on a la chance d'avoir aussi des amis. D'abord Léla Chaïd, bien sûr, que tout le monde connaît. On est très heureux de l'avoir ici. C'est toujours un plaisir, un grand plaisir d'avoir Léla, d'avoir Michel Warszawski aussi, qui vient, qui continue sa bataille dans des conditions toujours difficiles et peut-être aujourd'hui plus difficiles qu'avant. Et donc sur une idée de Dominique et puis de Sylviane de Wangen, de faire cet hommage, on va donc essayer de penser ce qu'était la personnalité, le parcours de Uri Avnery. Pour moi, je l'ai eu l'occasion de le rencontrer une ou deux fois. Je le connais donc très peu, mais j'ai toujours très attentivement lu ses chroniques. Et quelque part, j'ai le sentiment, avec sa mort, qu'une époque vient de se terminer, quoi. Peut-être que j'ai tort, j'espère avoir tort, mais c'est un peu comme ça que j'ai ressenti l'annonce de sa mort, de quelqu'un qui, à plus de 90 ans, continuait à défendre ses idées avec beaucoup de courage et beaucoup d'intelligence et beaucoup de sensibilité aussi. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Dominique qui va animer cette réunion, une fois encore très particulière. Non, on te laisse faire. Oui, c'était évidemment naturel que l'IREMO rende hommage à Uri Avnery. Je dirais, à ma manière, en tout cas, pour 4 raisons. La première, c'est que c'est un combattant de la paix jusqu'à son dernier souffle, au sens littéral du terme. Et ça n'est pas si fréquent, des vies aussi engagées. Deuxièmement, plus précisément, c'est le premier Israélien à avoir rencontré des dirigeants de l'Organisation de libération de la Palestine, et en particulier Yasser Arafat, dont il était devenu presque un intime. J'ai relu un peu des souvenirs. Ils jouaient aux échecs ensemble, dans des périodes d'ailleurs très tragiques. C'est aussi une troisième raison, un peu professionnelle, je dirais, pour ma part. C'est un journaliste très original. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui, à une époque où ça ne se faisait pas, a imaginé un type de journal très populaire, certains disaient trop populaire à l'époque, et qui est devenu un instrument de combat très efficace. Et enfin, c'est un véritable écrivain, dont beaucoup de livres ont compté, j'en cite 2 en particulier. Un très vieux livre qui date de 68, qui s'appelait Israël sans sionisme. C'est intéressant pour la suite de sa vie et des débats autour de ses positions. Et puis un livre très émouvant qui s'appelait Mon frère l'ennemi, qu'on a retrouvé dans la nuit avec Leïla, parce que c'est pas évident de retrouver tous ces livres. Rendre hommage, ça va de soi, je le dis, mais c'est une évidence, ça ne signifie pas oublier les débats auxquels ces combats ont donné lieu. Certaines prises de position, je pense en particulier à l'Irgun et la guerre qu'il a menée en 1948 avec l'Irgun, dont il était membre. Il était très jeune à l'époque. Je pense aussi au débat autour de la guerre de 67 et de ce qui s'est déroulé à ce moment-là. Je pense aussi plus récemment au débat autour de la campagne boycott des investissements sanctions qu'il critiquait avec force. Et ce qui est intéressant, c'est dans tous ces débats-là, Uri Avnery avait une véritable ténacité. Quand il se battait pour ses idées, il le faisait avec beaucoup de force. Alors pour parler de lui, nous avons... Jean-Paul m'a chippé mon rôle là, mais je le redis. Donc Suzanne de Wangen, qui est une ancienne... Sylviane, pardon, de Wangen, qui est une ancienne dirigeante de l'association France Terre d'Asile, qui a été secrétaire générale de l'association France-Palestine Solidarité, qui a beaucoup contribué à faire connaître Uri Avnery en France par la traduction de ses chroniques qui ont été diffusées à beaucoup d'endroits. Michel Warszawski, journaliste, cofondateur et président du Centre d'information alternative de Jérusalem, et qui vient, le livre est là, de publier un nouveau livre qui s'appelle Israël,
chronique d'une catastrophe annoncée et peut-être évitable chez Sileps. Et enfin, Leila Chaïd, ancienne déléguée générale de l'autorité palestinienne en France. De Palestine, s'il vous plaît, ça n'existe pas, délégué de l'autorité. Tu as raison, c'était écrit... oui, c'était écrit. J'ai eu tort de reprendre le papier d'annonce de... J'ai d'ailleurs écrit à l'Irémon en disant... On a reçu et on a modifié. Je vais vous expliquer pourquoi. Et donc, ambassadrice, alors ça c'est vrai, hein, de Palestine auprès de l'Union européenne, de la Belgique et de Luxembourg. J'ai tout dit? Voilà. Donc, à Paris, c'était de 1994 à 2005 et à Bruxelles, c'était de 2005 à 2015. Donc, je vous propose de les écouter tour à tour. Et puis ensuite, évidemment, on prendra le temps d'un débat, d'intervention de tous ceux qui le souhaitent et qui ont connu Uri Avnery. J'en vois pas mal dans cette salle. Donc, c'est un moment aussi de retrouvailles. Et c'est aussi agréable, dans ces périodes difficiles, d'avoir ces moments de retrouvailles. Voilà. Donc, je commence avec Sylviane. Bon, mon expérience de travail, mon expérience personnelle de contact et de travail avec Uri Avnery est relativement récente. Elle remonte à une vingtaine d'années, c'est-à-dire en 1998. Bon, et donc elle est beaucoup plus récente que certaines personnes qui sont ici, qui le connaissent depuis qui l'ont connu depuis plus longtemps. Alors, je connaissais de réputation Uri Avnery déjà dans les milieux des années 70. Parce que faisant partie du réseau Henri Curiel, qui connaissait bien Uri Avnery et qui avait entrepris avec ses amis, surtout ses amis avec Joyce Blow, qui sont ici présentes, et ses amis égyptiens, de lancer, de provoquer des contacts entre les hommes de paix d'Israël et de Palestine et de réaliser ces contacts à une époque où ils n'avaient pas le droit de se voir, hein, selon les deux côtés. Donc, je le connaissais à ce moment, je connaissais son nom, mais je ne le connaissais pas de près, et j'ai fait sa connaissance en 1998, car il avait été invité par, entre guillemets, les amis d'Henri Curiel. Je vous signale que Henri Curiel a été assassiné le 4 mai 1978. Son crime n'est pas élucidé et le dossier a été réouvert grâce à sa famille, en particulier Alain Grèche et Sylvie Bréban. Nous espérons avoir un jour la vérité. Uri Avnery connaissait Alain Grèche, Uri Avnery connaissait Henri Curiel déjà depuis la guerre d'Algérie, puisqu'il avait créé un comité de soutien aux Algériens israéliens qui n'a pas beaucoup fait de choses, mais il avait contacté Henri Curiel à ce moment-là. Et ensuite, Henri Curiel a beaucoup compté dans les contacts entre Palestiniens, Israéliens, Palestiniens, en particulier Issam Sartawi à Paris. Donc, il se trouve qu'en 1998, nous avons fait un certain nombre d'initiatives pour parler de l'assassinat d'Henri Curiel 20 ans auparavant. Et il se trouve que j'ai logé Uri Avnery et son épouse Rachel. À ce moment-là, bon, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais par exemple, il a remarqué chez moi des affiches sur les Palestiniens, les réfugiés palestiniens, etc. Il m'a demandé pourquoi j'avais des affiches sur la Palestine et pas sur Israël. Alors moi, je lui ai dit, je milite pour le droit des peuples à l'autodétermination et je pense qu'il faut défendre les Palestiniens qui sont un peuple occupé et qui sont sous une occupation coloniale et qui n'ont pas leur État, alors qu'Israël a son État et est reconnu. Il a acquiescé. Quand il est rentré à Tel Aviv, il m'a inscrit sur sa liste pour ses chroniques hebdomadaires que je ne lisais pas auparavant. Et plus tard, je me suis mise
à traduire cette chronique régulièrement et les distribuer. Alors je vous signale que je ne parle pas anglais. Je connais l'anglais à la lecture, je fais des traductions, mais je n'entends pas l'anglais, donc je ne parle pas anglais. Bon, je le dis parce qu'on croit toujours que je parle anglais. Et ces chroniques ont été publiées par quelqu'un qui tenait un site qui s'appelait Solidarité Palestine, qui était un site belge par Giorgio Basile pendant un certain temps, et la traduction française était publiée sur le site de Gush Shalom. Et un jour, ce site a fermé parce que c'était un gros travail pour Giorgio Basile. Il a fermé et les traductions ont été reprises par la FPS, dont j'étais membre et qui venait de créer son site, qui était content de pouvoir publier. Je signale que le site de Giorgio Basile ne publiait que des articles de Palestiniens. Ils étaient très contents de pouvoir publier les articles d'Avnéry. Et donc, la FPS a publié les articles jusqu'en 2017. Et en 2017, ça a été repris par Confluence Méditerranée. Donc, ça fait plus d'1 an que les articles d'Avnéry étaient sur le site de l'IREMO, Confluence Méditerranée. Qu'est-ce que je voulais dire encore ? Pendant qu'ils habitaient chez moi, je voulais vous le signaler parce que c'est intéressant. Uri Avnéry ont fait énormément de choses, ils avaient des contacts, etc. Et le soir, ils faisaient 9 km à pied, tous les soirs, pour se tenir en forme, après tout ça. Voilà. Et c'est parmi les choses que je pouvais dire. Et je ne suis pas une grande oratrice, donc quand je ne prends pas mes notes, après je perds le fil. Alors en 2003, donc après, les chroniques ont fait l'objet d'un livre qui a été publié par la collection Cahiers de Confluence, par l'Harmattan, et qui était un recensement de ces chroniques entre octobre 2000 et septembre 2002, qui s'appelait Chronique d'un pacifiste israélien pendant l'intifada. Pour la présentation de ce livre, il est venu à Paris avec Rachel en 2003. Et il a fait énormément de choses. Il a fait une conférence de presse à la Maison de la Presse étrangère, qui a été d'ailleurs magnifiquement traduite par Richard Wagman, qui était le président de l'UJFP, et qui avait pris contact avec lui dès qu'il a su qu'il était là à Paris. Il a eu des rendez-vous avec des journalistes de la presse nationale. Il a eu des différentes invitations, dont une invitation avec Confluence Méditerranée. Et il a toujours été reçu par des membres de l'Assemblée nationale. Voilà. Et voilà. Et tous les jours, ils faisaient leur... C'est là d'ailleurs que tous les jours, ils faisaient aussi leur kilomètre. Alors, en 2006, il y a eu la guerre du Liban. Et là, les chroniques hebdomadaires sont devenues 2 fois par semaine. Parce qu'il a suivi ça de très près. Il était très, très en colère contre cette guerre du Liban. Et donc, on a publié tout ce qu'il avait écrit pendant la guerre du Liban. Donc, il y a toutes les chroniques. Là, ça n'est pas une sélection. Et à nouveau, c'est dans les cahiers de Confluence et publié à l'Harmattan, donc, cette chronique. À cette occasion, il est venu en 2007 pour la promotion de ce livre, toujours avec Rachel. Et nous avons organisé une réunion publique au Lucernaire à l'époque.
Il avait été invité à une conférence en Bretagne où il a rencontré le député local. Alors j'ai appris ce matin que ce député local était devenu République En Marche et qu'il faisait beaucoup de travail. Beaucoup de travail pour essayer de parler de l'État de Palestine et de promouvoir l'État de Palestine auprès de la majorité. Et voilà, il avait bénéficié d'articles dans la presse locale, bien sûr. Et comme lors de son premier voyage, il avait été reçu, il avait eu plusieurs interviews. Elles n'ont pas toujours été suivies des faits. Pour la presse parlée, le besoin d'assurer l'interprétariat en français était un handicap. Et pour la presse écrite, il y a dû y avoir d'autres raisons. À titre d'exemple, après une longue interview du Monde, l'article n'a jamais été publié. Voilà. Il est vrai qu'à l'époque, le sujet était un peu difficile. Alors, il m'est arrivé au cours de ces quelques années d'avoir des échanges avec lui sur ses articles. Il répondait. Alors moi, je lui écrivais en français, lui me répondait en anglais. Voilà. Et il comprend le français un petit peu quand même. Et il répondait tout de suite, immédiatement. Quand il s'agissait d'articles, par exemple, si ça concernait la France, il en tenait compte tout de suite. Si ça concernait autre chose, il répondait en faisant toujours appel à la réalité de terrain. Hein. Il ne répondait pas de façon idéologique, c'était toujours très, très concret. Et je me suis rendu compte que nos différences de culture jouaient. Lui, il avait une culture anglo-saxonne, moi, une culture laïque française. Et c'était intéressant. Ces relations étaient très chaleureuses et de confiance. Alors, Uri Avnery me considérait comme sa correspondante en France. Dès que quelqu'un lui posait une question qui concernait la France, il les renvoyait sur moi. J'aurais aimé mieux exploiter cette relation en l'invitant plus souvent pour des tournées en France, mais sa personnalité indépendante ne faisait pas le consensus dans le milieu de la solidarité avec la Palestine, y compris la FPS. Et donc, ni celui des Israéliens de gauche de la paix maintenant, par exemple. Ce n'est pas le consensus non plus de ce côté-là. Donc, personne n'aurait accepté de prendre en charge la totalité des frais de voyage pour 2 personnes, et d'hébergement, etc. C'est dommage car, de l'avis de nombreuses personnes, Uri Avnery était un des plus remarquables et fidèles de ce qu'on appelle l'autre Israël. Voilà, et je crois que maintenant, ce que nous allons entendre des témoignages de gens concernés, Merci, Sylviane. Et je passe la parole à Michel Warszawski. Je rebondis sur un petit moment dont Sylviane a parlé, c'est Uri qui faisait ses marches dans Paris. Un des derniers souvenirs militants, j'ai continué à le voir à la maison, mais un des derniers souvenirs militants concerne la marche. Souvenir militant avec Uri. Une des dernières fois où il est venu à Bilaïn, et la route était bloquée, et il fallait marcher à travers, dans la nature, à travers bois, enfin c'est pas vraiment des bois. Et Uri avait déjà un certain âge, avait une certaine rigidité, ça arrive avec l'âge. Il marchait d'une façon un peu rigide. Et donc, instinctivement, je l'ai pris par le bras. Et là, il me fait... Ça, c'est Uri. Je ne suis pas un infirme, je n'ai pas besoin de ton aide, laisse-moi marcher tranquillement. Et voilà, c'était un tout dernier souvenir, en fait, avant qu'Uri ne puisse plus participer, certainement pas dans la nature, aux manifestations de solidarité. Je pense que Uri était 3 choses. Il y avait 3 Uri. D'abord, Uri, le journaliste. C'est celui qui a créé le journalisme israélien, le vrai journalisme. Pas genre Pravda qu'on a eu pendant des générations.
Pravda de tous les partis d'ailleurs, chacun ayant ses petits leaders. Non, un vrai journalisme. Et d'ailleurs, il a été l'école de tous les grands journalistes israéliens, de tous les journaux, tous, jusqu'à la dernière génération. Tous ont fait leur classe à Olam Hazeh. Un rédacteur en chef parmi les meilleurs du monde. Moi, je l'ai vu travailler. J'ai vu travailler des textes. Bien après qu'il n'y ait plus de Olam Hazeh et qu'il soit plus rédacteur en chef. La façon dont il relisait un tract ou une déclaration qu'on devait faire, la façon dont il lisait le texte, mais comme un chirurgien, pas une virgule, pas un mot inapproprié, le mot juste. Et souvent, en nous regardant, en disant « Mais quoi, vous n'avez pas fait l'école ?» Uri n'avait pas fait l'école. Uri est un autodidacte. Il n'a jamais, parmi la plupart des acteurs de sa génération et de celle d'après, du mouvement de solidarité avec la Palestine, des gens qui ont été à l'université, Uri n'a pas terminé l'école, peut-être l'école primaire, mais certainement pas l'école secondaire. Il a quitté très jeune l'Allemagne, en 1933, et tout de suite, il a commencé à travailler. Mais un journaliste, vraiment une école de journalisme pour Israël. Le journalisme israélien ne serait pas ce qu'il est, et dans une large mesure quelque chose de positif, sans Uri Avnery. Un journaliste d'investigation, aussi quelqu'un qui avait trouvé le moyen d'attirer le grand public. Des méthodes qui deviendront communes dans les années 70, 80, mais lui, il a commencé dans les années 50. C'est se servir de femmes... Alors, à l'époque, c'était scandaleux. En bikini, sur la page arrière, le Olam Hazeh, son hebdomadaire, avait une page avant et une page arrière. Et c'est le mot qu'on utilisait dans la rue. Page avant, il y avait un titre politique, en général des scandales. Et comme journaliste d'investigation, il n'y a pas un grand scandale en Israël qui n'a pas été révélé, dans ces années-là, 50, 60, 70, qui n'a pas été révélé par Olam Hazeh, l'hebdo de Uri Avnery. Alors d'un côté, les scandales, et les affaires politiques aussi, j'en dirai deux mots, et sur la page arrière, une pin-up comme ça, et c'était gravement scandaleux. Et on parlait tout le temps, la page arrière. Alors les jeunes achetaient Olam Hazeh, ou plutôt le piquaient, parce qu'il était assez cher, le Olam Hazeh pour la page arrière. D'abord, les pages arrière, parce que c'était aussi toutes les ragots du monde politique. Alors là, on en a appris des choses, et du monde culturel, artistique. C'était un bon tiers du journal. Il est le père du journalisme israélien, et sans aucun doute. Deuxièmement, Uri était un des meilleurs analystes d'Israël. Personne, jusqu'à aujourd'hui, ne connaissait la politique israélienne, les politiciens israéliens et leur trajectoire. Il n'oubliait jamais rien, sauf le concernant, mais ça j'arriverai tout de suite. Et avait une vue globale et dynamique de la politique israélienne, très souvent anticipant sur ce qu'on saura ou qu'on comprendra et qu'on acceptera comme réalité plusieurs années plus tard, toujours en avance. Son édito, et c'est ça qu'il aurait fallu publier aussi, son édito qui s'appelait « À propos », enfin, c'est la traduction française la plus proche que j'ai trouvée, chaque semaine, c'était de l'art, de l'analyse, d'abord bien écrit, et aussi de l'analyse, d'une analyse pointue, de faits, parfois grands, parfois petits, parfois international, parfois régional, et surtout local. Uri n'était pas anglo-saxon, il était d'abord et avant tout allemand. Mais allemand dans sa personnalité aussi, dans sa rigidité. Mais anglo-saxon ou allemand, c'est quelqu'un qui connaissait le monde. Et là, il était en rupture totale avec sa génération. Il était dans le monde. Et il pouvait comprendre les évolutions régionales et locales, toujours dans un contexte global.
il lisait la grande presse étrangère. Il la parcourait en tous les cas. Et il était au fait. Alors aujourd'hui, on a Internet. Aujourd'hui, on a un monde beaucoup plus globalisé, mondialisé. Mais de son temps, c'était pas du tout évident. Loin d'être évident. C'était extrêmement, vous me pardonnerez l'expression qui n'est pas politiquement correcte, Israël était extrêmement provincial. Uri n'a jamais été provincial. J'ajouterai une dimension personnelle aussi, qui nous a toujours beaucoup, même à l'époque, je dirais quelques mots sur notre amitié, comme on l'a écrit. Est-ce qu'Uri était capable d'être ami? C'est une question. Mais on était sur un point absolument aux antipodes l'un de l'autre. Uri était 100% israélien, 0% juif. Il n'avait aucune racine et ne se revendiquait d'aucune racine juive. Il avait une grande culture parce que c'était un homme cultivé. Mais ça ne faisait pas partie de son identité. Il a d'ailleurs été un des fondateurs d'un des nombreux mouvements dans les années 50 qui voulait créer une nouvelle entité nationale, ethnique, les Hébreux ou les Sémites. Il a été un des fondateurs du mouvement des Sémites. Mais tout ça, toujours en rupture avec l'identité juive. C'est quelque chose qui ne nous concerne pas. On crée quelque chose de nouveau, intégré dans la région, donc les Sémites, et surtout déconnecté, complètement coupé de l'histoire juive, de la culture juive, de la tradition juive. Il était 100% israélien, et on s'envoyait souvent des piques. À partir du moment où on est devenus amis, il ne comprenait pas, et il en riait, mon attachement à ma judaïté, quoi que cela veuille bien dire. Il ne comprenait pas. Tu es quelqu'un de moderne, tu es quelqu'un de progressiste, qu'est-ce que tu as à voir avec cette histoire et cette culture? C'est pas nous, on est autre chose. J'ai dit journaliste, analyste, acteur évidemment. C'est un cas assez unique, du moins dans ce que je connais, où un journal a créé un mouvement. A créé un mouvement d'opinion, et après un mouvement politique, même avec 2 députés au Parlement, en général Uri, mais il fut un moment où ils étaient 2, Uri et Shalom Cohen. Mais au-delà même de son parti, c'est pas par hasard que Olam Hazeh se termine dans les biographies rapides de Uri avec le Gush Shalom, qui est une organisation militante que Uri a... non seulement Uri, quelques autres on a créé, qui était un peu l'organisation privée de Uri Avnery. On avait tous eu ce réflexe dès le premier jour. Avec Uri, c'est pas la démocratie interne et les débats et les votes. On oublie, si on veut pas, on va ailleurs. On a un grand supermarché d'organisation. Uri a le dernier mot. Alors soit on l'acceptait ou non, nous on l'acceptait de plein cœur. Comme acteur, il y a le journal. Comme acteur, il y a Uri député. Il a écrit un livre aussi en hébreu qui s'appelle Seul contre 119. Il était un député, un électron libre, il n'avait pas vraiment de parti, mais il a eu une omniprésence au Parlement pendant les 2 cadences ou 3 cadences où il était député. Hein, Le mandat. Le mandat. Où il était député. Et on sait que les dirigeants politiques de tous les partis, d'ailleurs il en a fait allusion dans ses écrits, de tous les partis, on prenait conseil avec Uri. On voyait souvent Uri parler avec Ariel Sharon, Uri parler avec... pas Golda Meir. Alors là, les deux avaient mis un trait absolu, une croix, chacun sur l'autre. Mais après la génération de Golda Meir, la direction de Golda Meir, c'est quelqu'un qui était d'un côté isolé dans ses idées politiques, mais pas du tout isolé politiquement. Il était dans la classe politique israélienne, différent des autres. Une chose qui est débattue, soulevée depuis sa mort dans les médias israéliens. Pourquoi Uri n'a pas eu le prix d'Israël?
Le prix Israël, c'est la grande consécration d'une œuvre, parfois dans un domaine très spécifique, un physicien, un écrivain, un artiste, mais aussi pour l'œuvre de sa vie. Ori aurait dû avoir 3 prix d'Israël, un pour le journalisme, mais aussi un pour l'œuvre de sa vie, l'ensemble de ce qu'il a fait et l'impact qu'il a eu sur la société israélienne. Jamais la classe politique n'a accepté Uri Avneri. À l'image d'ailleurs de Ben Gurion, je reviens en arrière, qui n'a jamais prononcé le mot Haolam Hazeh, le journal de Uri, c'était sale pour lui, mais qui était le premier à le lire tous les mercredis matins. Tout le monde le savait. Il était le premier à se faire acheter Haolam Hazeh pour voir qu'est-ce qui se dit là et pour être informé, y compris informé des magouilles dans son propre parti, y compris... Pardon ? Voilà, peut-être la page de derrière. Jamais il n'a prononcé le mot. Mais c'est dire aussi l'importance, encore une fois, l'importance que les réflexions et les enquêtes et les analyses d'Uri avaient sur l'ensemble de la classe politique. Alors ses relations avec Sharon sont connues. Il était très intime de Sharon, tout en le dénonçant sans aucun... il ne se faisait pas de réduction, comme on dit chez nous. Il a dénoncé, déjà dans les années 50, les opérations de représailles. Sharon la brute, Sharon le tueur. Une des révélations d'Uri Avneri, par exemple, je passe sans arrêt du coq à l'âne, dans les années 50, c'est le commando 101, qui était un commando de l'armée, mais l'armée niait qu'il existait, qui organisait des actes de représailles, des massacres. Le massacre de Kibié, par exemple, avec Ariel Sharon en tête. Uri Avneri a été le premier à le démasquer. Il a aussi été, parmi les innombrables scoops de Uri Avneri, le massacre de Kfar Qassem. Et j'écrivais dans un texte sur Uri Avneri avait inventé une méthode. La censure à l'époque, pas aujourd'hui, mais à l'époque, était sévère. Alors Uri Avneri avait découvert un moyen de raconter les choses qui étaient censurées, par des fables, par des histoires qui se passaient ailleurs, avec d'autres noms. Mais si on n'était pas idiot, en quelques minutes, on avait la clé, ou du moins du cadre général et de ce qui s'était passé. Il l'a fait avec le massacre de Kfar Qassem. Je voudrais quand même un deuxième exemple. Il l'a fait avec, et c'est lui qui a inventé le concept, la salle à faire. La salle à faire, Essek Abish en hébreu, qui était l'utilisation par le Mossad, ou par les services de renseignement militaire de l'armée, d'un groupe de juifs égyptiens, une opération de déstabilisation contre Nasser, contre Gamal Abdel Nasser, qui était l'ennemi numéro 1 aux yeux d'Israël, et utilisation d'un groupe de juifs égyptiens pour mettre des bombes dans des institutions américaines, pour créer une tension entre le nouveau pouvoir égyptien et les États-Unis d'Amérique. C'était tellement amateur, et Uri Avneri, plus tard, a écrit un long article où il se moquait. C'était triste parce qu'ils ont été pris, ils ont été pendus, pour la plupart, pas tous. Donc les membres de ce réseau qui n'avaient absolument aucune préparation, dont la seule qualification c'est d'avoir été juifs, et juifs naïfs au Caire et à Alexandrie. Uri Avneri a été un des premiers à raconter cette histoire qui a fait tomber les gouvernements. Il a fait tomber Ben Gurion. Ça a pris du temps, mais ça a eu un impact réel sur la société israélienne et sur la politique israélienne. Alors, camarades de lutte, non, pardon. J'ai parlé de 3 qualités, très grandes qualités, d'Uri comme journaliste, comme analyste, comme acteur politique, comme militant aussi. Uri avait un grand défaut, c'est qu'il ne savait pas se remettre en question. Je viens de terminer le 2e volume de son autobiographie, publié après sa mort. Il y a de graves... 2 livres excellents pour connaître Israël,
dans sa profondeur, la politique israélienne, l'histoire d'Israël, mais il y a des trous de mémoire, voire des réécritures, pas beaucoup, des réécritures quand ça le touche personnellement. Alors Uri Avnery ne pouvait pas ne pas reconnaître qu'il avait voté en 67 pour l'annexion de Jérusalem, mais Uri Avnery oublie par exemple dans ses mémoires que le titre de son quotidien, parce que pendant la guerre de 67, son hebdomadaire était devenu quelques semaines quotidien, et dans son quotidien, le titre de l'un des quotidiens, c'est En avant vers Damas. Et ça, dans son autobiographie, il a un peu oublié. Et pas mal de petites choses, entre autres aussi, qu'Uri, dans les années 67 à 70, a été le porte-parole le plus vicieux, parce qu'il était intelligent, donc ça faisait encore plus mal, contre ceux qui s'opposaient à cette époque-là, d'une façon claire, les premiers à avoir soutenu le mouvement national palestinien, et ils nous traitaient de noms pas très jolis du tout. Un de nos porte-paroles, il l'avait appelé après une tournée aux États-Unis, il avait titre de Olam Hazeh, parce que tout était toujours criard. Alors c'est les titres, les grands titres. Camarade Howe Howe. Alors je ne sais pas si beaucoup d'entre vous se souviennent qui c'est Lord Howe Howe. Lord Howe Howe était un Britannique pro-nazi qui était le porte-parole, qui parlait à la radio du Reich. Howe Howe, on l'appelait Howe Howe parce qu'il aboyait comme un chien. C'est-à-dire, il aboyait comme un chien, je ne sais pas son vrai nom. Et il parle d'un de nos camarades, c'est 1969 ou 70, comme le camarade Howe Howe. Pour lui, on était des collabos avec les Palestiniens. Oui. Il s'est très vite repris en main, mais il a eu aussi ces moments, ce que Shulamit Aloni appelle la concernant, des années plus tard, une éclipse morale, ou une éclipse politique. Il y a un moment où tu ne vois pas très bien ce qui se passe et tu fais de grosses erreurs. Bon, ce qui est important, c'est pas le fait qu'on a tous fait des erreurs, c'est savoir se reprendre rapidement. Et Uri s'est toujours repris rapidement. Il a été le premier à reconnaître l'importance. Si Max Payne était des collabos avec les terroristes, mais lui, il a été le premier à reconnaître l'importance de ces terroristes et à donner une visibilité à l'OLP, au Fatah au début, et à l'OLP en général, et à Yasser Arafat en particulier, que personne n'avait donné avant lui, et je dirais avec une finesse que personne n'a donnée après lui. Oui, alors, après une période dure, on s'est évidemment beaucoup rapproché, et politiquement on s'est rapproché. Beaucoup, et à construire même un mouvement ensemble, Gush Shalom, et une vraie camaraderie. C'est développer une vraie camaraderie faite de réflexions communes, d'échanges quasiment quotidiens. Camaraderie, mais pas amitié. Et un texte avait écrit amis me concernant. Je ne crois pas qu'Uri avait des amis. Uri était quelqu'un dont Rachel, qui elle était une vraie amie, Rachel, sa femme, disait qu'il avait, me disait aujourd'hui, ils sont tous les deux décédés, on peut le dire ouvertement, qu'il avait une infirmité génétique au niveau de l'affect. De l'affect. C'est quelqu'un qui n'exprimait jamais ses sentiments. Je ne l'ai jamais vu être tendre avec Rachel. Et pourtant, je sais par une intimité qui s'est développée au cours des dernières années, qu'il l'aimait comme il n'a jamais aimé personne. Je sais qu'il était capable d'affection, mais de la montrer, de l'extérioriser, mais jamais je ne l'ai vu la toucher, jamais je l'ai vu lui dire un mot gentil. Après son décès, on était quelques amis, il a parlé avec elle avec énormément de tendresse, il a même peut-être, on a essayé de deviner est-ce qu'il y avait une larme ou non dans un de ses deux yeux. Mais c'était quelqu'un qui avait, il fallait connaître, et moi j'ai pas eu, je crois que
très très peu de gens ont pu connaître le Houri en dessous, celui qui était caché. Rachel m'a montré un jour, j'étais chez eux, et je prenais le café, et elle m'appelle dans la chambre à coucher. Elle m'a dit, viens voir. Elle me montre une photo de Houri et de sa maman. Elle me dit, tu vois, ça c'est un Houri que tu ne connais pas. D'une tendresse, beaucoup plus que de l'affection, on voit de l'amour dans ce portrait double, Houri et sa maman. Elle me dit, tu vois, ça c'est un Houri que personne ne connaît. Et que même moi, elle me dit que même moi, j'ai de la peine de voir concrètement au cours de nos quotidiens. Il n'y a pas l'ombre d'un doute que Houri a imprimé son caractère non seulement sur les médias israéliens, mais sur toute une génération. Toute une génération d'Israéliens dont il a modelé la façon de voir, mais à tous les niveaux, politiques, mais aussi culturels. Et a développé, il est le père, je termine, il est aussi le père d'une génération d'Israéliens. La génération des années 60, ceux qui arrivent à maturité années 60, c'est la génération, alors je parle génération urbaine ashkénaze, il faut être clair, pas dans les villages où se trouvaient des juifs maghrébins ou irakiens ou yéménites, mais dans les centres urbains, la génération urbaine non religieuse, elle a été façonnée par Houri Avnery, pour le meilleur et parfois pour le pire. Merci Michel. Et maintenant, je passe la parole à Leïla. Merci Dominique. Merci Sylviane d'avoir assidûment essayé par tous les moyens de trouver un moment commun à nous tous pour cet hommage, puisque c'est Sylviane qui a été la première à insister qu'il était impensable que, ça fait presque 1 an depuis la disparition, et que 6 mois, bon, août, bon, on ne va pas chicaner sur le nombre de mois, c'est pas grave. Vous pouvez faire cette concession. Ben, il n'y a pas eu d'hommage. Ni 6, ni 3, ni 10, ni 1 an. Il n'y a pas eu d'hommage. Parce que je pense que Sylviane l'a très bien dit, en France en particulier, Houri n'a pas eu l'impact qu'il aurait dû avoir, parce que je pense qu'il y avait quelque chose qui était sur le plan de la langue, de la culture, de ce que vient d'expliquer de manière très fine Michel, un manque de complicité, un manque de, je dirais, d'aise, surtout que pour que Houri puisse être vraiment à l'aise, il fallait vraiment qu'il ait le sentiment qu'il connaît la société dans laquelle il fonctionne. Il ne connaissait pas la française. Et donc, je suis particulièrement contente que ce soit à l'IREMO que se tient cette réunion amicale, puisque nous sommes tous, je regarde tous les visages, tous des amis de longue date, et c'est touchant que ce soit plus une réunion vraiment d'amis qui sont concernés par cette cause qui nous préoccupe depuis presque 100 ans, que se tient cet hommage. Et il m'émeut parce que je trouve que Houri Avnery était un homme qui cassait toutes les idées conçues, qui ne ressemblait à personne qu'à lui-même. C'est vrai que j'ai eu la chance de bien le connaître, et peut-être un des hommes qu'il a le mieux connu ici à Paris était Éric Rouleau, qu'il a bien connu, qu'il a beaucoup apprécié, qui a essayé de le tirer un peu vers la France, mais qui a senti quelquefois aussi les réticences de Houri de venir vers un milieu où il devait être tributaire d'intermédiaires pour pouvoir fonctionner au milieu des grands journalistes ou des grands médias. Preuve, tu dis que Le Monde lui fait un entretien qu'il ne publie pas. C'est impensable dans une autre presse américaine ou israélienne ou allemande ou anglaise. C'est dire donc combien finalement il n'a pas eu
la reconnaissance qu'il méritait, parce que ce n'est pas faisable. On ne fait pas un entretien avec une personnalité de cette importance et après on ne le publie pas. Sauf qu'il dérangeait beaucoup, parce que c'était quelqu'un qui était un genre de personnage. Moi, je trouve qu'on peut dire que Houri Avniri était un personnage très spécial qui a énormément compté, je dirais, au sein de l'OLP, dans le mouvement national palestinien, pour le président Arafat, parmi tous ceux qui, de loin ou de près, dans la société israélienne ou dans la diaspora juive, vont essayer de jouer un rôle. Alors, pourquoi est-ce qu'il était tellement spécial par rapport à d'autres? Michel a commencé par le dire. C'était un Allemand qui avait conservé ce petit accent allemand en anglais qui était très facilement remarquable. Il était très soucieux de son physique, vous le voyez d'ailleurs dans les photos, ce qui n'est pas une caractéristique israélienne. Les Israéliens aiment être plutôt mal fagotés, c'est des pionniers, ils sont en blue jean et avec des espadrilles. Lui, il était impeccable, toujours impeccable. Il ne pouvait pas porter un pantalon qui n'était pas bien repassé. Comme il était bel homme et sa femme était une belle femme, ça faisait un couple très anachronique par rapport à ce que sont plutôt les gens des kibbutzim ou les militants de gauche. Il a commencé sa vie à l'extrême droite, puisque c'était un membre de l'Irgun qui a été une organisation terroriste, qu'il a reconnu d'ailleurs lui comme une organisation terroriste, et il a fini à l'extrême gauche. On n'en connaît pas beaucoup dans cette génération en particulier, parce que il faut avoir le courage de passer de l'extrême droite à l'extrême gauche lorsqu'on fait partie d'une société où le nationalisme, où la défense de l'identité nationale israélienne est tellement important. Et Michel l'a dit mieux que moi. Moi aussi, j'ai toujours perçu qu'il était beaucoup plus israélien que juif. D'ailleurs, il a voulu changer la Constitution. Lorsqu'il était député, il a proposé une loi qui dit qu'Israël est l'État de ses citoyens israéliens et pas juifs. C'est pour ça que son dernier article, le 4 août, était un article, non, pas le 4 août, avant, puisque le 4 août, il est décédé. Alors, le 4 août, il a publié un article pour dénoncer la nouvelle loi sur l'État-nation en disant que c'était inadmissible. Mais je dirais aussi qu'il est très peu typique, parce que plus ashkénaze que ça, on meurt. Il n'y a rien qu'à voir sa tête, l'accent qu'il avait. Il avait un côté comme ça, grand bourgeois allemand. Mais en même temps, c'était quelqu'un qui avait intuitivement, épidermiquement, une très grande proximité avec la culture orientale. Lorsque je dis orientale parce qu'elle inclut israélienne et arabe. Ça veut dire, c'est quelqu'un, peut-être parce qu'il a grandi à Jaffa, et que à Jaffa, tout jeune, parce que comme a dit Michel, c'est pas quelqu'un qui est le produit d'un establishment intellectuel ou universitaire, pas du tout. Il a, de par sa manière de vivre, je pense rencontrer une forme de relation humaine qui explique pourquoi il s'est tellement intéressé à l'idée de la culture levantine, pourquoi il était tellement ami avec Amos Kenan, qui lui a fondé un mouvement qui se voulait cananéen. Alors lorsqu'on dit cananéen en Israël, ça veut dire levantin, ça veut dire une culture qui inclut le judaïsme arabe, le christianisme, l'islam, une culture réellement cosmopolite. Je dirais que peut-être c'est un des derniers cosmopolites, mais des cosmopolites qui ne viennent pas nécessairement d'un milieu de privilégiés d'une élite, mais un cosmopolite qui s'est forgé lui-même. Moi, j'ai toujours senti que c'était quelqu'un qui était fondamentalement entièrement seul, comme si il était autosuffisant. Très autoritaire, bien sûr, comme l'a dit Michel, ça veut dire il n'est pas le dirigeant d'un mouvement. Lui décidait des choses, et comme ce qu'il décidait, comme a dit Michel, souvent s'avérait être juste, puisqu'on voyait qu'il sentait les choses venir, les gens le suivaient. Mais lui, ça ne l'intéressait pas de mobiliser ni des citoyens, ni des militants, et surtout, il n'était pas prêt à leur demander leur avis lorsque lui prenait les décisions, parce que c'était lui qui les prenait. Alors, pourquoi est-ce qu'il a tellement compté pour les Palestiniens?
Michel l'a dit, mais je le répète parce que je suis une génération, comme Lia Sambar, de ceux qui ont grandi avec ce mouvement national. C'est le premier qui a eu l'intelligence de dire que l'OLP était une chance, non seulement pour les Palestiniens parce qu'elle les réunissait dans leur dispersion, dans leur diaspora, dans leur éclatement à travers le monde, dans les tentatives hégémoniques arabes à l'égard des Palestiniens, et l'OLP était la première manifestation d'un mouvement proprement palestinien, mais il disait aussi que c'était une chance pour Israël. Si Israël voulait exister dans cette région du monde, que les seuls qui pouvaient la légitimité, c'était les Palestiniens. Et donc, il a toujours défendu, jusqu'à la fin, cette idée de deux États, de deux peuples, de deux nations, et n'a jamais adhéré à l'idée que la solution pouvait être un seul État, comme a été la thèse de beaucoup de militants et israéliens et palestiniens. Et ce qui m'avait attiré mon attention aussi beaucoup, c'est que je n'ai jamais senti, pourtant je voudrais demander à Michel d'ailleurs s'il a une partie de sa famille qui est morte dans les camps ou qui a été exterminée, je n'ai jamais senti qu'il y avait quoi que ce soit comme relent de racisme que je sentais chez d'autres dirigeants de la gauche israélienne, en particulier au sein du Parti travailliste, qui, eux, ne voyaient pas les séfarades. Ils pensaient que, en tant qu'Israéliens, Israël est surtout aux Ashkénazes. Et donc, les séfarades n'avaient pas de place dans la perception. Non seulement les Palestiniens n'avaient pas de place, ça c'est évident, puisqu'ils ne nous voyaient pas, mais ils ne voyaient même pas leurs compatriotes séfarades israéliens. Je n'ai jamais senti qu'il y avait cet aspect chez lui. Et donc, je pense qu'il avait un culot, que j'appellerais aussi du courage. Un culot et du courage qui fait qu'il a pu jouer le rôle qu'il a joué. Et d'ailleurs, ce courage est révélé par le fait qu'il y a eu des tentatives d'assassinat. Il a essuyé plusieurs tentatives d'assassinat parce que d'évidence, ça ne plaisait pas du tout à tout ce qui, dans le monde politique israélien, considérait qu'il allait trop loin. Et donc, quelqu'un qui commence à l'Irgun, qui passe par un conseil israélien pour la paix israélo-palestinienne avec ses camarades Arié Eliav et Mati Peled, c'est du chemin, et qui finit avec le Gush Shalom, qui était donc un front de militants d'extrême gauche. Et lorsque je téléphonais à Michel pour lui demander de nouvelles, parce que c'était une période très dure, et qu'il me dit qu'il allait travailler avec Uri Avneri pour la constitution de ce bloc, parce que Gush Shalom, c'est le bloc de la paix. Et ça répondait au Gush Emonim, qui était le bloc des colons. Okay? Et donc, je lui ai dit, mais c'est génial. Donc, on avance, puisque maintenant, vous avez trouvé un moyen de travailler ensemble, puisque bien sûr, un des grands drames était que les amis de la Palestine en Israël et dans la diaspora étaient trop dispersés entre différents groupes. Et donc, je trouve, je ne vais pas reprendre, je suis totalement d'accord sur la perception de différents rôles, des différents chapeaux de journalistes, de militants, de députés, mais il ne faut pas oublier qu'il a aussi été l'homme des premiers contacts secrets. Et moi, je m'adresse à Joyce là, je pense que peut-être un des premiers à avoir influencé Uri Avneri, c'est Henri Curiel. Je pense que je ne vois pas où il aurait pu avant, je ne vois pas qui d'autre aurait pu dans les années 70, déjà l'influencer, parce qu'il a cherché très tôt à avoir des contacts avec des représentants de l'OLP, parce qu'il a compris des signes qui étaient les premières déclarations, les premières prises de position, comme a dit Michel, du Fatah, mais aussi de Arafat. Et il a très vite pensé que c'était important que les Israéliens fassent un feedback, réagissent, accuse réception, que ce ne soit pas une parole qui ne trouve pas d'écho en Israël, ou chez les Israéliens, ou leurs amis dans le monde. Et ça, c'est une chose qui, pour moi, est très intelligente dans son itinéraire. Cette compréhension du fait qu'il faut qu'il y ait
de l'écho, du feedback. Il a compris qu'il fallait que les Israéliens répondent aux ouvertures qui sont venues par étapes. Elles ne sont pas venues d'un coup, ça n'a pas été un communiqué, mais ça a été des petits pas, on les appelait comme ça, des petits pas. Au début, on en va établir un État, surtout partie de territoires libérés. Avant, on disait on voulait un État démocratique et laïque pour tous. Et petit à petit, et lui enregistrer ces messages et essayer, à sa manière, avec ce qu'il pouvait mobiliser lui, de répondre. Comme il est peut-être le seul à avoir harcelé Yasser Arafat et les dirigeants de l'ORP pour qu'eux parlent aux Israéliens aussi, qu'eux, Palestiniens, ils leur disaient « Vous ne pouvez pas traiter tous les Israéliens comme si c'était un bloc monolithique. » Et nous, c'est vrai qu'on ne les connaissait pas. Il n'y a pas encore, il n'y a même pas d'occupation. On est encore avant 67. On a l'impression qu'Israël, c'est un bloc monolithique. Après, il y a l'occupation des territoires. Nous sommes l'OLP à l'extérieur. Et je pense qu'Avneri et ses camarades ont beaucoup contribué à expliquer, en particulier à celui qui a été le plus intelligent dans cette perception de la nécessité de parler aux Israéliens, qui était Yasser Arafat. Puisqu'aujourd'hui, celui qui a le plus été convaincu et disponible et disposé et prenant des risques à réellement aller vers une forme de réponse aux ouvertures de certains Israéliens était Yasser Arafat. Et donc, je crois qu'il a eu une vraie stratégie dans ce sens-là. Ça veut dire qu'il s'est donné comme mission, pas de rester très longtemps à la Knesset, même si bien sûr il n'a pas gagné, puisqu'après on leur a fait la guerre en disant qu'ils n'avaient pas le droit d'avoir une liste parce que leur liste était israélo-arabe et qu'elle n'avait pas le droit d'être dans les candidats. Mais moi je pense qu'au-delà, c'est pas ce qui l'intéressait le plus. Ce qui l'intéressait, c'est que il voulait réellement sentir qu'il avait contribué à participer à la construction d'un vrai dialogue parce qu'il avait la possibilité d'influencer des dirigeants, en particulier de côté palestinien, surtout que côté palestinien, jusqu'à aujourd'hui, lorsque vous dites Yasser Arafat, même dans la gauche israélienne, on vous décrit un genre de monstre sanguinaire, menteur. Rappelez-vous tout le discours de M. Ehud Barak et de son ministre des Affaires étrangères et la proposition de l'offre généreuse qui était ton ami, le seul séfarade au pouvoir, Shlomo Ben Ami. Shlomo Ben Ami, qui est donc qui a été un des responsables du Parti travailliste, a été nommé ministre des Affaires étrangères. C'est lui qui a trouvé cette formule géniale de propagande en disant Ehud Barak est arrivé avec une offre très généreuse et c'est Yasser Arafat qui l'a refusé à Camp David. Et ça a été très difficile pour nous parce que pendant des années, c'est la thèse que tout le monde, même Clinton, a défendue en disant oui, c'est pas la faute de Ehud Barak, c'est la faute de Yasser Arafat Or maintenant, on sait par les archives et l'histoire qu'il n'y a même pas eu de proposition écrite sérieuse avec des cartes géographiques données à Arafat à Camp David. Alors, je suis très contente, Sylviane, que tu aies traduit les chroniques. Tu me les as envoyés et c'est à cause de toi que je n'ai pas fermé les yeux de la nuit. Parce que moi, je les lisais au fur et à mesure qu'elles sortaient. Mais c'est très intéressant de les relire comme ça. Ça veut dire sur un laps de temps. Parce que lorsque vous commentez, et c'est ce que nous ne savons pas faire, nous, les Palestiniens, il faut que je fasse un peu d'autocritique. Vous, souvent, vous nous demandez, à Elias et moi, qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Quelle est votre position sur ça? Arafat pensait qu'il fallait qu'il fasse une conférence de presse une fois tous les 6 mois. Les représentants de l'OLP, les uns parlent, les autres ne parlent pas. Mais si on avait eu une chronique régulière qui permet à nos amis dans le monde, justement par une chronique qui commente les événements, qui sont tellement nombreux, ces événements, ça donne une direction stratégique à ceux qui veulent écouter la personne qui signe. Et c'est ce qu'il a fait. Et lorsque j'ai relu dans cette nuit, j'ai trouvé que c'était fascinant. Et pourtant, Dieu seul sait, c'est longtemps après. Mais lorsqu'on les relit, et on les relit en français, bravo pour la traduction, je pense qu'on réalise combien
ce travail a été un travail ingrat pour lui, parce que en Israël, l'opposition au pouvoir, parce que c'est un pays qui se prétend en guerre, insécurisé, menacé, il fait sortir bien sûr le spectre de la peur historique. Tous les gens comme Michel Warszawski ou Uri ou tous les militants de la paix sont considérés comme des traîtres. Et donc ils sont très seuls dans leur combat. Regardez, vous êtes quand même nombreux ici. Et encore ici, vous êtes accusés d'antisémitisme parce que vous dites que vous êtes antisioniste. Mais c'est encore bien plus grave. Et donc, de tenir cette chronique et de la garder pendant tellement longtemps était pour moi quelque chose de très important dans cette carrière politique. Alors, je voudrais surtout vous dire que j'ai assisté à plusieurs entretiens. Alors, c'est vrai qu'il avait un côté très allemand comme ça, et ne souriant que très peu, et gardant son côté allemand très strict. Mais devant Arafat, il n'était absolument pas comme ça. Devant Arafat, cet homme qui était totalement comme un général allemand de l'armée, était absolument séduit comme un enfant. Parce que Arafat le désarmait complètement. Arafat avait acquis donc cette réputation d'être le diable incarné, qui on a raconté des choses sur sa tête et ses cheveux, ou son absence de cheveux, sa barbe ou son absence de barbe. Et soudain, dans cette rencontre qui a eu lieu entre les deux, et Arafat a beaucoup apprécié qu'en 82, Uri Avnery a conduit sa voiture de Tel Aviv jusqu'à Beyrouth. Vous imaginez? Et il était contre l'invasion libanaise et pas dans l'armée. Il a conduit sa voiture pensant qu'il allait aller uniquement dans les territoires contrôlés par les Israéliens, puisque tout le sud-Liban, depuis la frontière israélienne jusqu'à Ashrafiyeh, était dirigé par les Israéliens. Et puis il a eu la bonne idée de téléphoner à un contact à lui, mais qui était à Beyrouth-Ouest. Et là, il a découvert qu'il a eu la personne au téléphone et il a dit, je suis à Beyrouth. Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité que je rencontre Yasser Arafat? Puisqu'ils avaient des contacts indirects avant, mais jamais personnellement comme ça. Et puis, quelques heures après, on lui a indiqué comment faire, où aller, à côté du musée, comment se présenter, qu'il sera pris en charge par quelqu'un qui l'amènera chez Arafat. C'était pour lui, encore une fois, cette capacité intuitive. Et encore du courage, parce que, alors, on a une amie commune qui était avec lui, je ne savais pas qu'elle était là, Anat qui était la photographe de Hawalam Hazi, et je ne sais pas comment elle a osé, parce que Anat est une toute petite jeune femme très courageuse. Mais vraiment, parce que 82, moi aussi j'étais en 82 à Beyrouth, on ne savait pas qui était là, qui était qui massacrait qui tuait qui. C'est une longue histoire, on ne va pas y revenir aujourd'hui. Et lui et là encore, on voit comment il a ce flair intuitif qui ne vient pas d'une réflexion ni intellectuelle, ni idéologique d'ailleurs, mais intuitive. Alors, imaginez, Arafat est assiégé depuis début juin, et la ville est bombardée, l'eau est coupée, les immeubles éclatent dans tous les sens. Les Israéliens emploient des armes qu'on n'avait jamais vues avant, comme les bombes à implosion. C'est-à-dire, au lieu d'éclater, l'immeuble était aspiré dans la terre. Et soudain débarque Uri Avnery avec deux femmes, une journaliste que je ne connais pas et Anat que je connais. Et donc, c'est bouleversant pour Arafat et ses camarades de voir qu'il est prêt à prendre le risque parce qu'il veut poursuivre cette idée qu'il y a dans Yasser Arafat un vrai partenaire pour faire la paix, un vrai partenaire prêt à reconnaître le peuple israélien, peut-être l'État d'Israël, on n'est pas encore en 88, donc ce n'est pas encore une reconnaissance officielle, mais vous devez savoir, ceux qui ont littéralement labouré le chemin pour arriver à la reconnaissance mutuelle, c'est des gens comme lui. C'est des gens comme Henri Curiel, c'est des gens comme Mati Peled, longtemps avant les diplomaties soi-disant géniales des Américains, des Européens et des Norvégiens. Parce que tout ça, ça précède des années Oslo. Et ce sont des relations humaines avant tout. Et moi, j'ai vu Arafat me dire que Avnery, que j'ai revu après à Tunis, il me dit, tu sais que Uri, il est venu chez moi à Beyrouth en 82,
Et moi, bien sûr, je n'avais pas enregistré, j'étais ailleurs en 82. J'étais tellement préoccupée par Sabra et Shatila. Et j'ai compris combien ça avait créé un bond, créé une relation réellement sur le plan affectif. Et cet homme qui est par ailleurs incapable de faire des gestes affectueux, avec Arafat et avec énormément de détermination à continuer à essayer de transmettre aux Israéliens que tout ce qu'ils savaient, soi-disant savaient de Arafat, était le contraire de la réalité. Et donc, je pense que, et ce n'est pas toujours facile de le faire, parce que Abou Ammar est quelqu'un qui est très secret, qui n'aime pas se révéler. Il jouait avec nous, avec Elias, avec tous les gens qui l'ont connu de près, presque un tour de passe-passe pour savoir si on était capable de deviner tout seul. Parce qu'il nous donnait jamais de clés, jamais. Et c'est pour ça que c'était compliqué de fonctionner avec lui, même sur le plan diplomatique international, parce qu'il ne mettait jamais carte sur table de ce qu'il voulait. Il fallait toujours comprendre entre les lignes, que ce soit pour ses propres partisans ou même ses interlocuteurs. Mais avec Ouri, il s'est construit quelque chose de tellement... C'est drôle, hein, maintenant que je le dis à voix haute, c'est la première fois que j'y pense, qui est peut-être sur le plan affectif, une des relations les plus fortes de la vie de Ouri Avnery. Parce que Arafat est un homme très chaleureux, très, très proche, foncièrement bon et aimable. Je veux dire, il est pas cassant, il est gentil avec les gens qu'il aime. S'il a déjà décidé que c'était des gens importants pour lui. Or, il avait déjà décidé que les gens du Conseil pour la paix israélien, que le dialogue avec ces militants israéliens, c'était important pour l'OLP. Il les a vus défendre l'OLP, expliquer l'OLP. Combien de gens comprenaient ce que c'était l'OLP dans les années 70? Personne, même en Europe. C'est pour ça que je vous ai dit que je ne m'appelle pas la représentante de l'autorité. Il n'y a pas de représentation de l'autorité palestinienne dans les accords d'Oslo. Les Israéliens ont talonné chaque radio, chaque télévision à Paris qui disait que j'étais la représentante, la déléguée de la Palestine en disant « Palestine, ça n'existe pas, elle est déléguée de l'autorité ». Et moi, je répétais après eux, il n'y a pas de délégué de l'autorité. Ils veulent enlever le mot Palestine. Et eux téléphonaient à France Inter en disant, la Palestine, ça n'existe pas, vous n'avez pas le droit de dire. Or, c'est un titre officiel accordé par François Mitterrand, qui est délégué de Palestine. Et Mitterrand, il l'a fait exprès pour mettre Palestine, comme De Gaulle avait mis Québec. Oui, exactement. Exactement. Ce n'est pas une blague. C'est comme ça que Roland Dumas, lorsque Mitterrand a dit à Dumas, qui était son ministre des Affaires étrangères, trouve-moi un titre pour un statut du bureau on s'appelait le bureau de l'OLP. Jusqu'en 88, on s'appelait jusqu'en 89, on s'appelait le bureau de l'OLP. Et l'OLP, c'est pas un pays, hein. Et donc, Dumas a dit, oui, mais dans quel genre? Il dit, dans un genre où on trouve le mot Palestine. Alors l'autre a été faire son devoir, il est revenu le lendemain, il a dit, j'ai trouvé. Comme exactement le Québec, on va leur donner un titre de délégué général qui nous permet de mettre le nom du pays, et ce sera Palestine. Et Mitterrand a beaucoup aimé, et on a reçu une lettre officielle qui dit, messieurs, à partir d'aujourd'hui, vous serez plus le bureau de l'OLP, mais la délégation générale de Palestine en France. Voilà pour cette partie-là. Mais je dirais que ça ne s'arrête pas là. Parce que en 2002, il y a l'offensive contre le président Arafat que vous connaissez, l'invasion de Ramallah, la destruction de Ramallah, le pillage de tous les bureaux, la destruction de tous les bureaux. Tous les amis militants essayent de trouver moyen, beaucoup sont parmi eux, Michel est là. Les missions civiles de protection montent à pied avec José Bové, avec des draps blancs, pour essayer d'arriver et de rentrer dans la Mokata, donc dans le quartier général de Arafat, pour que comme ils avaient déjà commencé par casser tout ce qu'il y avait autour, on les voyait maintenant grimper dans le dernier bureau où Arafat était enfermé depuis plusieurs semaines. Laisse-moi ajouter personnellement, justement, Ouri, ou plutôt Rachel. C'est comme ça que je suis allé vous rencontrer ou exprimer ma solidarité avec Arafat. Jamais je n'avais rencontré Arafat. Croyez-moi, pas du tout par mépris ou par
Mais les rencontres diplomatiques, comme ça, serrer la main et se dire quelques mots de politesse, c'est pas mon genre. Donc, chaque fois, je trouvais une excuse. Et Rachel Avneri, qui avait des heures, Rachel et Uri, des heures supplémentaires de Arafat, tout le temps. Ils y allaient pour n'importe quelle raison. Chaque fois, me téléphonaient, Michel, viens avec nous, on va voir Yasser Arafat, viens avec nous, viens. Non, cette semaine, je peux pas. Mais lorsqu'il a été prisonnier, là, de nouveau, rebelote, elle revient et dit, tu viens avec nous, et je dis, je viens. Bravo, je pense que tu as eu raison, en tout cas, d'aller à un moment qui était historique, vraiment historique, parce que moi, je pense que c'est là qu'on voit exactement quel était le projet de Sharon. Hein. Sharon avait raté son coup à Beyrouth, parce que Sharon a dit qu'une des raisons pour laquelle il a envahi le Liban, c'est pour nettoyer le Liban de l'OLP. Et l'OLP sans Arafat n'existe pas. Et donc, il a tout fait, il a détruit la moitié de la ville parce qu'il bombardait chaque lieu où Arafat avait passé un moment ou la nuit ou quelques heures. Et ayant raté son coup au Liban, il a recommencé en 2002 à Ramallah. Et donc, Uri Avni arrive avec ses camarades du conseil et s'installe en disant, nous sommes là parce qu'ils ne peuvent pas bombarder 6 Israéliens assis dans le bureau de Arafat, qui était un bureau qui n'était plus d'ailleurs vivable. Et donc, pour toutes ces raisons, je dirais que son influence dans le travail qu'il a fait de dialogue indirect au début avec des gens comme Henri Curiel, comme Issam Sartawi, comme Saïd Hamami, qui sont les gens à qui Arafat avait demandé très spécifiquement de conduire un dialogue très sérieux. Ilan Alevi, je vois Catherine, hein, Ilan a beaucoup contribué à ce dialogue-là de construction, vraiment. Et Ilan peut-être plus que d'autres au sein de l'international socialiste, parce que comme la cause palestinienne n'est pas une question uniquement de est-ce que l'État a fait 10 000 kilomètres ou 7 kilomètres ou 6 000 kilomètres, mais de vraiment de reconnaissance, c'était très important que la reconnaissance internationale accompagne la reconnaissance dans le monde arabe. Or, pour cette reconnaissance, il fallait des espaces. L'international socialiste, qui aujourd'hui n'existe plus parce que la social-démocratie est en recul partout, mais était un laboratoire extraordinaire avec des gens comme Bruno Kreisky, comme Pierre Mauroy, comme celui assassiné en Suède, Palme, Olof Palme. C'était des lieux où on accueillait et Yasser Arafat et les responsables israéliens qui étaient prêts à aller contre la loi. Juste, Sylviane, il n'y a jamais eu de loi palestinienne qui interdise aux gens de l'OLP de contacter l'Israël. Par contre, il y a une loi israélienne qui interdit. Donc, ce n'était pas de part et d'autre une interdiction. Les Israéliens, en tout cas, l'establishment israélien considérait que le plus grand danger pour eux, c'est que ce genre de dialogue s'instaure parce qu'ils sont beaucoup plus heureux avec le Hamas ou n'importe où, Daesh, parce que là, personne ne va leur demander vraiment de dialoguer. Et donc, je dirais que je pense réellement que Uri, dans ce travail-là, pour ceux en tout cas, voilà, en tout cas, nous avons un exemple d'une génération plus jeune qui est Michel, pour ceux qui, comme tous ces Israéliens qui souhaitaient réellement comprendre ce qu'était que l'OLP, ce qu'il fallait construire à deux. Et c'est particulièrement triste de le dire aujourd'hui parce que Oslo a un peu détruit tout ça. Oslo ayant donné l'illusion que la reconnaissance mutuelle était faite, les gens ont pensé, de deux côtés, que ce n'était plus nécessaire qu'on ait un rapport direct entre Israéliens et Palestiniens. Et physiquement, le mur est venu pour fermer cette porte. Le mur et les lois israéliennes qui interdisent à tout citoyen israélien d'aller même faire son shopping au marché, ce que faisaient les Israéliens régulièrement du côté palestinien. Et je dirais qu'il y a une autre personnalité qui a beaucoup apprécié Uri, et qui a été un grand ami de Uri, lui aussi. Et je peux dire peut-être qu'il a plus de facilité à être ami avec les Palestiniens qu'avec ses frères israéliens. C'est Faisal Husseini. Avec Faisal,
Et Faisal était très courageux parce qu'à l'époque, c'était sacro-saint qu'on ne faisait rien avec les Israéliens, surtout pas à Jérusalem. Et dans le travail militant, parce que Uri Avner descendait dans la rue avec ses pancartes, lui et Rachel. Il fait comme Michel, je veux dire. Il n'est pas assis dans un bureau. D'autres personnes du conseil étaient plus establishment. Mais lui était vraiment dans la rue et dans toute la campagne que Faisal a fait contre la colonisation à Jérusalem, bien sûr, il y avait Michel et tous ses camarades du centre alternatif et toute l'extrême gauche, nos amis qui s'appellent les anticolonialistes. Mais il y a eu aussi les amis de Uri et le Gush Shalom pour accompagner. Et la perte de Faisal a été vécue par, j'en ai parlé beaucoup avec lui, comme un grand drame, en particulier pour Jérusalem. Et donc je voudrais dire qu'il ne faut pas oublier des personnes comme Henri Culier, dont le livre est là, merci de nous l'apporter, Joyce, et des gens comme Uri. Et il faut relire parce que je pense que si vous continuez à venir à l'IREMO pour des conférences sur le monde arabe et la Palestine et l'Afrique du Nord, c'est que vous êtes intéressé par tout ce qui s'y passe. Je pense qu'il y a encore beaucoup de leçons à apprendre en relisant ce qui s'est passé et en ayant un sens critique, parce qu'il faut être aussi autocritique pour savoir pourquoi aujourd'hui on est dans la situation catastrophique dans laquelle nous sommes et rendre hommage à ceux qui nous accompagnent, même s'ils ne sont plus là. Merci. Merci beaucoup à tous et toutes, parce que c'était des témoignages à la fois politiques, mais aussi très affectifs et nous permettaient, pour ceux qui ne l'ont pas connu, de mieux approcher la personnalité. En Israël, on appelle ça un yek. Voilà, yek, c'est les juifs allemands. Parce que dans l'Israël où tout le monde était en chemise, ou dans le Yishuv, avant la guerre, où tout le monde était en chemise, les juifs allemands, eux, ils étaient en cravate et en veste. Donc la veste, comme vous le savez, en allemand, c'est Jacke. Donc, avec un peu d'accent yiddish, ça donne Jecke. Donc, les Jecke, c'est des juifs allemands. Et Uri était un vrai Jecke, de ce point de vue. Et on l'a senti aussi à travers les témoignages. On a un peu de temps. On n'est pas obligé de fermer boutique, comme d'habitude, à 14h sharp. Donc, n'hésitez pas, ceux qui ont envie de témoigner, des choses à nous dire sur Uri, qui l'ont connu, qui ont envie de faire part de leur vision des choses, de leur sensibilité, de leurs souvenirs. N'hésitez pas. Comme toujours, il y a un micro. Et c'est Gianni qui est porteur du micro. Donc il faut lui demander le micro parce que sinon vous n'êtes pas dans la vidéo. Hein, voilà. Alors Gianni donne le micro. Hein, c'est pas la peine de faire de la corruption, c'est pas nécessaire. Vous demandez le micro. Voilà. Je vous en prie. Oui, j'ai une question pour Madame Shahid. En fait, bon, évidemment, tout le monde souhaite la paix. Et la paix ne pourra être construite que sur la vérité. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Et quand vous évoquez le fait que les Israéliens ont construit un mur et ont établi une loi qui interdit aux Israéliens de se rendre dans les territoires arabes de Judée-Samarie, est-ce que pourquoi ne pas mentionner au nom de la vérité que ces deux décisions ont été causées par des événements qui ont précédé, c'est-à-dire une vague meurtrière de terrorisme contre des civils, des choses épouvantables dans des pizzerias, dans des lieux fréquentés par des enfants, des choses épouvantables, une série, plusieurs milliers de victimes civiles israéliennes, à un moment où les Israéliens, à la suite d'Oslo, avaient un espoir de vivre en paix avec leurs voisins. Ils ont admis le retour de Tunisie des Palestiniens qui sont revenus, ils leur ont même confié des armes pour avoir une police, etc. Et la récompense, ça a été une vague épouvantable et c'est ça, il faut au nom de la vérité, il faut jamais inverser les choses. Il faut bien dire ce qui a précédé. Ce qui a précédé le mur, c'est une vague
de terrorisme stupide, gratuit, meurtrière et qui a fait reculer la paix. Parce que là, c'est depuis là que les Israéliens on se méfie avec raison. Bon. Et puis ensuite, l'interdiction de se rendre dans les zones arabes de Judée-Samarie, c'est parce que les Juifs se font lyncher. Alors que dans l'État d'Israël, les musulmans sont respectés, bienvenus, et qu'ils peuvent vaquer. Et donc, moi, je suis très souvent en Israël. Je peux vous dire. Si on peut vous demander qu'on voit oui, non, mais c'est parce que vous avez exposé une vision. Au nom de la vérité, ne me coupez pas la parole, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer. Donc, ma question, c'était de savoir comment pourra-t-on avoir la paix un jour que nous désirons tous si nous mentons par omission en inversant l'ordre des choses, n'est-ce pas? Alors, voilà. Vous êtes d'accord pour que je donne la parole à Leïla Chaïd? Parce que vous avez donné une version extrêmement équilibrée de l'histoire du conflit, peut-être Leïla pourra en dire un mot. Hein. Je trouve quand même que c'est absolument incroyable que vous parliez d'une vérité et vous appelez mon pays la Judée et la Samarie. Alors, je ne comprends pas. Pour vous, ça, c'est une vérité. La Judée et la Samarie, c'est votre vérité à vous. C'est son nom depuis l'Antiquité. C'est votre version de la vérité. Moi, dans mon Antiquité, elle s'appelle la Palestine. Et vous avez un problème. Vous êtes exactement... Ce sont les Romains qui ont appelé ça la Palestine. Monsieur, les Romains n'ont jamais été une agence immobilière pour octroyer à quiconque des territoires nationaux. OK? On est en train de parler du 21e siècle. Le mur n'a jamais été construit. Moi, je suis contre les opérations terroristes qui tuent des civils. Que ce soit des civils palestiniens ou israéliens, pour moi, les deux relèvent du terrorisme. Il peut être individuel, il peut être de groupes organisés, il peut être aussi du terrorisme d'État. Pour moi, ce qu'Israël fait aussi, c'est du terrorisme d'État. Mais rassurez-vous, le mur n'a rien à faire avec la tentative d'arrêter les attentats. Le mur a été une supercherie extraordinaire organisée par Sharon le jour où il a décidé de se retirer de Gaza pour conquérir les territoires qui délimitent une nouvelle frontière qu'on est en train d'ailleurs de vivre aujourd'hui. Mais nous ne sommes pas là pour faire, on fera une autre conférence, nous sommes là pour faire un hommage à Uri Avnery. Il faut respecter l'IREMO et la raison pour laquelle elle nous a invités. Moi, je pense qu'il n'y a pas une vérité, il y a des vérités. Et je suis prête à entendre la vôtre, mais pas ici parce que ce n'est pas le sujet de notre réunion. Je voudrais par contre demander à un diplomate qui était en poste à Jérusalem pendant un certain temps s'il a eu l'occasion de connaître Uri Avnery. Parce que c'est intéressant d'avoir l'opinion d'un diplomate français. Monsieur Stanislas de la Boulée, est-ce que vous avez connu Uri Avnery à Jérusalem lorsque vous étiez? Non, malheureusement, je ne l'ai pas connu. J'ai connu un certain nombre de militants israéliens qui partageaient son point de vue. Je lisais très attentivement ses chroniques. J'étais très admiratif de son usage de la langue anglaise. Pour quelqu'un qui avait été élevé comme un Allemand, il maniait la langue anglaise de façon extraordinaire. C'était un grand styliste, un grand polémiste. Et une autre chose qui m'avait frappé depuis le début, c'est sa connaissance de quelqu'un qui était son contemporain et que l'opinion publique internationale vénérait, qui était Pérez. Il a fait une description de cet homme extraordinairement décapante et révélant en réalité ce qu'il était et le rôle qu'il avait joué, notamment pour les colonisations. Merci. D'autres interventions? Alors il faut que Gianni récupère son micro. Voilà. Ici. Taoufik. Oui, très rapide. Uri Avnery, je l'ai rencontré la première fois en Palestine. C'était à Béline, le village de Béline, foyer de la résistance populaire non violente. Et d'ailleurs, c'était la première fois que je le rencontre, mais que je rencontrais également Michel. Et j'étais très très content. Pas uniquement parce que j'ai rencontré Uri Avnery, mais parce que j'ai rencontré également Michel. Que tu ne sois pas jaloux. C'était très bien parce que c'est la première fois qu'on rencontre des Israéliens qui militaient du côté des Palestiniens pour le droit.
Et ça, on l'a jamais oublié parce qu'après, on l'a rencontré plusieurs fois. Chaque fois qu'on faisait un séjour là-bas, on rencontrait soit l'un, soit l'autre. Et d'ailleurs, il était très attaché à cette résistance populaire non violente, à laquelle il a consacré plusieurs articles, dont vraiment, s'il y a un seul que vous devez lire, lisez celui qui a été publié en 2013, mars 2013, je crois. C'était le jour où il y a la ministre de la Culture à l'époque qui était opposée à ce qu'un film ait un Oscar. C'était un film palestinien, mais qui était subventionné également par l'argent israélien, une partie, parce que c'est un film franco-palestinien, qui retrace l'histoire de la résistance populaire à Bélin. L'article, qui est excellent, il avait comme titre « Ich bin Berliner », pas Berliner, Berliner. Merci. Monsieur, vous voulez ici, juste à côté, donc voilà. Merci. Moi, j'aurais un court témoignage et surtout une question. J'ai emmené par un ami, un peu comme ça, je suis allé traverser les territoires occupés de la Palestine, de Nazareth à Bethléem pendant 3 semaines, accompagné par des Palestiniens, en traversant donc les terres palestiniennes, en contournant les implantations israéliennes, en couchant sur l'habitant. Voilà, on est revenu, bien sûr, assez bouleversé, puisqu'on finit à Bethléem avec le mur, et c'était en 2013, c'était il y a 5 ans. Voilà. Comme ça, c'est mieux, voilà. On est assez bouleversé, et j'ai voulu garder une forme de problème de voyage, c'est qu'on y va, on est bouleversé, puis ensuite les couches de la vie s'entassent par-dessus, et puis voilà. Donc j'ai voulu garder une espèce de contact avec ça, et je suis revenu aussi avec le sentiment que j'aurais bien aimé rencontrer des Israéliens, avoir une parole venant de l'autre côté, et puis que être simplement du côté des Palestiniens était pour moi trop facile, je dirais. Et voilà. Et donc un peu par hasard, j'ai découvert les chroniques de Uri Avneri, qui répondait complètement à mon attente, c'est-à-dire quelqu'un israélien, du côté d'Israël, qui comprend l'enjeu et qui n'est pas simplement dans une espèce de violence étroite et égoïste. Et j'ai pris l'habitude depuis maintenant 5 ans d'attendre presque chaque semaine la traduction, merci madame, des chroniques d'Uri Avneri, au point où je ne connais pas Uri Avneri, mais que quelque part, quand il est mort, il me manque. Ma question, c'est celle-là. Qui peut le remplacer dans cette parole israélienne, mais qui inclut les autres? Et je rappelle toujours à quel point il disait que la sécurité d'Israël, c'est d'être un pays du Moyen-Orient, au milieu du Moyen-Orient, et pas une espèce de pointe avancée de l'international occidental contre l'Orient. Et en plus, je trouvais que toutes ces chroniques, non seulement faisaient réfléchir par rapport à cette histoire d'Israël, mais aussi sur nos pays à nous, comment un peuple se bloque, comment une démocratie s'effondre, comment la tolérance disparaît, comment, au nom d'une protection immédiate, on crée un futur qui peut être désastreux. Voilà, donc cette parole me manque, et pour moi, français, qui ne va pas tous les 15 jours là-bas, ma question est un peu, je suppose que peut-être elle vous manque à vous aussi. Comment voyez-vous les éléments de remplacement? Merci. D'autres questions, peut-être, d'autres Elias. Bonjour, moi je m'appelle Nariman et je viens de Gaza. Pourquoi je dis que je viens de Gaza? Parce qu'en fait, vu le contexte très difficile de Gaza et les situations délicates, très délicates à Gaza, on ne rend pas compte qu'il y a des solidaires israéliens
comme M. Hori, qui défend les droits des Palestiniens. C'est pas parce qu'on ne lit pas, c'est pas parce qu'on n'est pas cultivé à Gaza, au contraire, mais c'est parce qu'on est préoccupé des choses plus basiques, comme les choses quotidiennes, les difficultés quotidiennes, comme la coupure d'électricité, l'eau et tout ça. Mais, par exemple, je vous remercie déjà tous pour me faire connaître ce personnage que j'admire déjà, et je compte, quand je reviens à Gaza, je vais bien sûr lire toute sa biographie et tout. Mais en fait, je me demande, je vais réfléchir à haute voix avec vous, c'est comme il a dit le monsieur, qui va le remplacer. Ou pour moi, le plus simple, c'est comment on peut répéter, ça se répète ou pas, un personnage comme Hori, parce qu'on ne sait jamais, peut-être, ça veut dire, peut-être ça sera ça la solution, ça veut dire, c'est par le peuple israélien qui va nous aider s'il y a. Parce que j'attends les fils, parce que M. Michel, il a dit, Hori était le père d'une génération israélienne. Alors moi, j'attends les fils de Hori, parce que ça peut rendre un peu, ça peut nous donner plus d'espoir. Parce que si, par exemple, il y a des fils de Hori qui va contribuer en parallèle avec le peuple palestinien, de trouver une solution. Comme ça, on garde l'espoir qu'il y a des choses. Parce que rien ne marche entre nous. Je ne sais pas, les négociations, je ne sais pas. Les solutions sont très compliquées. Alors peut-être avec le peuple israélien, on peut trouver. Comme ça, c'est une lueur d'espoir. Et enfin, je veux dire que l'espoir, c'est ça ce qui nous reste, nous les Palestiniens. Et je répète toujours que mon idéal, Mahmoud Darwish, c'est lui qui dit que les Palestiniens, on est atteints d'une maladie incurable, il s'appelle l'espoir, qu'on voit la couleur rouge dans la rose et pas dans le sang. Alors, comme ça, on peut garder l'espoir. Merci. Merci beaucoup. Elias voulait dire un mot. Très vite. Je n'aime pas, moi, je vois très bien ce que vous dites, mais j'aime pas beaucoup le terme de remplacement. Mais je pense qu'il y a une relève. Le terrain n'est pas si désertique. Je pense notamment à un article extrêmement émouvant que Gideon Levy a écrit à la mort d'Uri Avneri, et dans lequel il explique comment lui, sa prise de conscience est venue précisément de cette action. Je pense au travail que fait Amira Haas, je pense au travail que fait la fille du général Peled, qui elle a eu un enfant tué lors d'un attentat suicide, et ainsi de suite. Donc il y a une relève. Ça n'est pas vrai. Par contre, ce que je pense qui a été fondamental, c'est passionnant, moi, il y a beaucoup de détails, un peu du caractère, de la personnalité que je ne connaissais pas. Et ça donne des clés. C'est pas uniquement une description un peu plus coloriée. Par contre, c'est un courant. Et il a abouti quelque part. Nous avons été frappés d'invisibilité en 1948. C'est-à-dire nous n'existions plus. Et du fait que notre nom, LOM, avait été effacé, nous étions devenus invisibles. Pour faire très vite, je pense que ce courant de travail et d'engagement nous a rendus visibles. La visibilité palestinienne a commencé avec ces voix. Ce sont ces voix qui ont commencé. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard l'exemple que Leila a donné par rapport à Palestine ou autorité. Ça perdure. Parce que le nom et la visibilité, ce n'est pas uniquement le symbole politique, idéologique, historique. Quand nous avons fait la bataille pour entrer à l'UNESCO, qui était bien après que notre délégation à Paris ait pris ce nouveau statut, il y a eu des menaces, vous n'imaginez pas la violence que ça a pris. Mais la violence n'était pas par rapport au fait que nous voulions entrer à l'UNESCO. Jamais je n'oublierai la visite de 5 émissaires venus de Bruxelles, envoyés par l'Union européenne, me disant on a une offre. À l'époque, il y avait la baronne qui dirigeait, et Alston. Et à l'époque, là, nous avons coordonné tous les jours pour que je sache un peu ce qui se passait à Bruxelles par rapport au bras de fer à Paris.
parce qu'on me racontait d'autres choses au niveau européen à Paris. Arrivent donc 5 diplomates européens, dirigés par une Grecque, qui me disent, on a une offre. Dites que vous voulez entrer à l'UNESCO en tant qu'autorité, nous votons tous pour vous. Acceptez seulement de ne pas entrer en tant que Palestine. Pour vous dire, ce n'est pas simplement une dénomination. C'est une preuve de réalité. L'autorité est un organe de gestion, créé dans le cadre d'une négociation pour gérer ce qu'ils ont appelé une période intérimaire. La Palestine est un pays. Vous ne pouvez pas supprimer l'existence d'un pays. Par contre, si vous effacez son nom, une grande partie de la terre pensera qu'il n'existe pas. Et tout le bras de fer qui était vous n'imaginez pas la violence que ça a été. Alors que c'est soi-disant pour entrer dans un organe qui fait de la culture et de l'éducation. Hein. Vous n'imaginez pas la violence, elle s'est faite sur ça. Dès le premier jour, je dis, je suis un pays. Ils m'ont dit, non, tu es une autorité. Et on est entré en tant que Palestine, pays membre. C'est ça la grande nouveauté. Maintenant, juste une dernière chose pour monsieur, à vous écouter. Et si je vous suis bien, il y a une situation exceptionnelle en Palestine qui est unique au monde. À vous entendre, en Palestine, les occupés persécutent les occupants. Alors, si vous voulez avoir les deux rôles de bourreau et de victime, vous pouvez les garder. Mais c'est vous qui trafiquez. Et ne parlez pas d'objectivité ni d'équilibre. J'arrête parce que je ne vais pas maintenant discuter de Judée et Samarie et Philistins. Laissez-moi. Chacun son tour, si vous voulez bien. Je voudrais dire un mot à notre ami. Chacun son tour. Vous avez parlé, d'autres veulent parler. Non, mais on ne va pas faire des dialogues comme ça. Tout à l'heure, vous nous avez impressionné encore une fois par le caractère très équilibré de votre présentation. Donc on va s'arrêter là. Madame ou mademoiselle, je voudrais vous dire une chose qui m'a énormément frappé. Je reviens d'un voyage avec 35 personnes en Israël et en Palestine. Voyage que nous faisons tous les ans. Et c'est vrai que cette année, on a senti, et ça a impressionné tout le monde, la radicalisation de la situation en Israël. D'une manière terrible, c'est-à-dire le projet d'annexion qui vient compléter celui de colonisation, les lois liberticides, des lois absolument incroyables, et les alliances avec des mouvements populistes en Europe, dont certains sont ouvertement antisémites, mais ça ne gêne pas le Premier ministre israélien quand il veut s'allier avec elle. Donc ça nous a beaucoup frappé, ce n'est pas le moment de développer là-dessus, parce qu'autre chose nous a frappé, et je l'ai dit d'ailleurs à Michel, c'est la jeunesse, qui est certainement une jeunesse isolée, relativement marginale, qui n'est pas l'expression de la majorité, certainement pas, mais une jeunesse extraordinaire. On a vu des jeunes de Breaking the Silence, qui sont des jeunes soldats ou des jeunes officiers, qui viennent dénoncer ce qu'on leur a fait faire, ils en sont à 1300 témoignages enregistrés sur vidéo. Nous avons vu des militants de Bethléem qui sont tous les jours dans les territoires occupés pour voir, repérer, dénoncer, analyser, observer, etc., etc. Je ne veux pas être trop long. Je crois que ce n'est pas seulement des personnalités qui vont apparaître, elles apparaîtront forcément dans ces mouvements, c'est beaucoup plus largement les enfants d'Ori Avneri, les enfants de Michel, les enfants de tous ceux qui ont été les pionniers et qui aujourd'hui ont semé des graines. Alors les graines ne poussent pas partout, il y a une partie de la société malheureusement qui est prise dans la logique nationaliste, c'est pas la seule, il n'y a pas qu'Israël, hein, on a les États-Unis, on a le Brésil, je veux dire il y a une vague aussi dans laquelle Israël s'inscrit. Mais quand même, ces jeunes-là nous ont beaucoup impressionnés. Et j'ai vu un jeune, je voulais parler de lui parce que ça m'a beaucoup frappé, qui était soldat, donc, et qui est militant de Breaking the Silence, c'est-à-dire qui maintenant va risquer la prison, hein, parce qu'il y a des nouvelles lois qui ont été votées. À la fin de sa présentation, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous faisiez avant dans l'armée? Et il m'a dit, sniper.
Et je lui ai dit, on peut vivre avec ça? Il m'a dit, non, on ne peut pas vivre, c'est pour ça que je suis là. Non, je ne crois pas qu'il y ait, par rapport à la question, qui est le prochain Uri Avnery, ou est-ce qu'il y aura un prochain? Et Dominique l'a dit, on a des enfants de Uri Avnery. On a une génération qui a grandi sur les analyses, les prises de position, et le langage parfois provocatif, dans le bon sens du terme, qui provoquait, qui obligeait les gens à réfléchir. Et c'est eux là, les houris d'aujourd'hui. Ça se divise en individus, et c'est bien. Je crois que c'est bien comme ça. D'autres questions là-bas, oui. Et puis ensuite Maurice, oui. Je vous en prie. Un petit témoignage. Étant d'origine iranienne, je traduis beaucoup d'articles de Uri Avnery. J'ai appris par hasard, il y a une dizaine d'années, que ces articles que j'ai traduits ont été discutés à la faculté de Sciences Po de Téhéran, Université de Téhéran, dans un pays qu'on n'ose même pas citer le nom d'Israël. Et les professeurs avaient beaucoup de mal pour dire de quel pays il vient. Et quand je lui ai raconté il y a quelques années, quand je l'ai vu à Paris il y a quelques années, il m'a dit « c'est bien parce qu'il est très difficile qu'on discute mes articles à l'université de Tel Aviv ». D'autres, Maurice voulait dire un mot. Maurice Butin. Oui, une question politique à Michel. Quels étaient, après la mort de Yasser Arafat, les liens de Avnery avec l'autorité palestinienne, avec Mahmoud Abbas? Il ne pouvait pas être comme les liens avec Yasser Arafat, et Laïla l'a si bien décrit. Il y avait un affect, il y avait une relation très particulière de Yasser Arafat envers Uri et de Uri envers Yasser Arafat. Ça ne se refait pas une deuxième fois. Il n'y a pas eu ce rapport avec Mahmoud Abbas. Mais politiquement, pour Uri, Mahmoud Abbas continue à représenter la légitimité palestinienne. Et Uri a beaucoup écrit sur la façon dont le pouvoir israélien systématiquement a refermé toutes les portes ouvertes et toute l'approche, je dirais même parfois, ça c'est moi, c'est pas Uri, parfois qu'il y avait quelque chose de pathétique, c'était frapper à la porte, frapper, mais je suis là, on veut parler. Je ne vois pas Arafat faire comme ça. Et une fin de non-réponse. On ne le calcule même pas. Uri a continué donc avec Mahmoud Abbas, mais plus avec ce même rapport personnel, affectif, qui était vraiment particulier. Alors je disais, Uri ne montrait pas ses sentiments. Il ne pouvait pas les cacher lorsqu'il s'agissait d'Yasser Arafat. Et la seule fois où je suis allé, j'ai commencé à le dire, sous la pression de Uri et surtout de Rachel Avnery, rencontrer Yasser Arafat lorsqu'il était prisonnier à la Moukata, avec Uri aussi, c'est un autre Uri qu'il y avait là-bas, quelqu'un d'autre, quelqu'un de doux, quelqu'un d'attentif. Uri avait des problèmes d'audition, mais dans tous les sens du terme. Il avait un appareil, mais je crois qu'il n'entendait pas bien aussi avant. Chacun a ses défauts, chacun a ses qualités. Uri avait d'immenses qualités, il avait des défauts aussi. Oui. Moi, j'aurais aimé qu'on précise plus le rôle de B'Tselem, parce qu'il y a eu une conférence au Conseil de sécurité de l'ONU que j'ai trouvé extraordinaire, où un des responsables, je n'ai pas le nom, je n'ai pas les précisions, a parlé... Agaï Al-Had. Oui, il a parlé d'une façon tout à fait extraordinaire, en dénonçant absolument tout ce qui se passe en Palestine.
Et je voulais savoir, il me semble que cette association, elle agit beaucoup pour essayer d'arrêter les choses, et qu'il y a sûrement des gens là qui sont très très importants. J'aimerais qu'on ait qu'on en parle un peu. Alors, je veux dire un mot sur B'Tselem. B'Tselem a longtemps été, un mot sur B'Tselem, mais aussi sur le temps, dans l'époque, le moment que nous vivons aujourd'hui. B'Tselem a été une organisation extrêmement respectée en Israël. C'était pas une officine gauchiste qu'on balaye, on dit ça c'est. C'était le conseil d'administration de B'Tselem était fait de juges de la Cour suprême, de juges à la retraite de la Cour suprême, de grandes personnalités, et la place de B'Tselem à travers les médias, mais aussi dans le monde politique israélien, était unique. On prenait au sérieux ce que disait B'Tselem. On écoutait leurs rapports, on écoutait le pouvoir, le gouvernement. Aujourd'hui, B'Tselem est traité, et on l'a vu avec Ragaï par exemple, son directeur, est traité comme une vulgaire officine gauchiste qu'on ne calcule pas du tout. Et B'Tselem est ciblé dans les nouvelles lois liberticides. B'Tselem est expressément ciblé comme organisation. Alors, comme organisation soutenue par les puissances étrangères. Ça, c'est une nouvelle loi en Israël, comme quoi des organisations qui reçoivent un soutien, mais des organisations progressistes évidemment, qui reçoivent un soutien financier de l'Union européenne, d'États ou de fondations, de grandes fondations comme la Fondation Ford, qui n'est pas vraiment une organisation d'extrême gauche, doit mettre sur son papier en tête et doit mettre sur sa veste, lorsqu'ils vont faire un travail de lobby au Parlement ou rencontrer une officine gouvernementale, ce que nous appelons aujourd'hui l'étoile jaune, doivent un signe distinctif où ils écrivent « Nous sommes B'Tselem, financés par une puissance étrangère ». Enfin, c'est-à-dire on est limite des traîtres. Le responsable actuel de B'Tselem est un homme admirable. Donc, pour vous dire qu'il y a une relève. Il y a une relève. C'est lui qui parlait à l'ONU. Le Premier ministre a été interrogé sur cette présence et ce discours de Guy Arad au Conseil de sécurité, et il a expliqué que c'était une ignominie. Voilà. Non, mais il faut être très attentif à ce que dit Benjamin Netanyahou, parce qu'il est de ceux qui se lâchent dans la parole. On parle de la plus grande organisation droits de l'hommiste israélienne, reconnue, dont le travail n'a pas été mis en cause concrètement d'ailleurs, mais on la traite d'ignominie. Et on traite son président d'ignominie. On sent quand même que c'est pas étonnant qu'ils s'entendent bien avec Orban, avec Kaczynski, avec Trump, avec Bolsonaro. Il y a quand même quelque chose de commun, quoi. D'autres... non, monsieur, chacun son tour. Il n'y a plus d'international socialiste, mais il y a l'international fasciste. D'autres interventions? J'aurais voulu répondre. Non, soyez gentils. On va pas rentrer dans une polémique de ce type. Les polémiques, oui, mais pas de ce type. C'est un témoignage que je... Non, mais soyez gentils. Leïla. Oui, je voudrais, si vous permettez, peut-être dire que une des formes de protection de cette nouvelle génération de militants israéliens ou de la diaspora, mais surtout aussi israéliens, c'est justement ce que B'Tselem a pu obtenir. Ça veut dire être invité comme directeur au Conseil de sécurité pour intervenir a été pour B'Tselem une grande protection. Parce que c'est ce qui a rendu d'ailleurs Netanyahou furieux. Lorsqu'ils ont appris que le directeur de B'Tselem était invité pour prendre la parole, très peu de gens prennent la parole au Conseil de sécurité. Netanyahou a considéré que c'était un affront pour lui, parce que comme c'est une organisation intergouvernementale, ce n'est pas très habituel qu'on voit des gens de l'opposition. Vous savez, lorsque les délégations étrangères diplomatiques des ministres étrangers européens
vont aujourd'hui en Israël, eux demandent à aller voir Breaking the Silence, B'Tselem, le Centre alternatif d'information, toutes les organisations qui travaillent contre l'occupation et pour la fin de l'occupation. Et donc, je pense que c'est très important qu'aujourd'hui, vous aussi en France, vous contribuez à réellement faire connaître, inviter. On n'a pas besoin d'attendre qu'ils disparaissent pour faire connaître les militants israéliens anticolonialistes. Il faut essayer, parce que j'ai écouté ce matin une nouvelle qui m'a bouleversée, je ne suis pas sûre combien elle est exacte, sur l'augmentation des actes antisémites en France dans les derniers 7 mois, et qui parle d'une augmentation de 60%, et d'un article du Premier ministre. C'est très grave. S'il s'avère que c'est vrai, c'est très grave. Et c'est très important que vous invitiez dans les différentes associations ou organisations ou universités ou les diplomates du Quai d'Orsay, tous nos amis israéliens qui peuvent venir témoigner, parce qu'aujourd'hui, il faut que, un, leur voix soit entendue, et deux, que leur présence dans des instances internationales soit une protection pour eux, parce qu'en Israël, ils sont littéralement traités de traîtres. Et ce directeur de B'Tselem, c'est la deuxième fois qu'il est invité. La première fois qu'il a été invité, il a été tellement bien accueilli dans son discours que il y a des personnes à la Knesset qui ont demandé des sanctions contre lui. Retirer la nationalité. Je ne sais pas si c'était retiré, je viens de demander à Michel, mais oui, ça ne veut rien dire. Mais en tout cas, des sanctions. Mais le plus grave, c'est la sanction populaire, comme il te dit. Ça veut dire ils sont passés d'une organisation très prestigieuse et très respectée à une officine qu'on traite comme étant des gauchistes. Donc, il y a beaucoup de travail à faire pour les soutenir ici en Europe. On ne s'était pas consulté avec Leïla, mais je peux dire sous le contrôle de Jean-Paul que nous avons justement discuté ce matin de l'idée d'organiser un colloque ou une assemblée, peu importe, avec les représentants des principales ONG israéliennes à Paris pour leur permettre de s'exprimer. L'IREMO essaye de servir un peu. Exceptionnellement, je fais une annonce. D'habitude, on n'en fait pas, mais bon, aujourd'hui, c'est spécial. Donc, c'est l'annonce d'une projection de débat d'un film qui s'appelle Derrière les fronts, qui est consacré, pour l'essentiel, à la psychanalyste Sama Jaber. C'est vraiment une personnalité exceptionnelle. Donc, je vous invite à, si vous ne l'avez pas vu, à voir le film. C'est le 16 novembre à 20h au 3 Luxembourg. Au 3 Luxembourg, voilà. C'est le comité Justice et Paix en Palestine au Proche-Orient du 5e arrondissement. Merci à vous tous. À une prochaine rencontre.